Ton micro est off, Héritier. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement consacré à Azure CLI. Euh, nous allons le présenter à deux. Donc, je suis le hôte de l'événement et je suis accompagné avec mon ami Tijani qui va faire cette belle présentation sur le code au cloud avec Azure Developer CLI. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Tijani pour pouvoir faire la présentation. Et progressivement, on va commencer à prendre des questions par section. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de le déposer dans le chat. Une fois il finit la première section, on va faire défiler la question et il va devoir répondre. Et ainsi de suite, on va continuer jusqu'à atteindre la fin de notre événement. Merci beaucoup. Tijani, à toi la parole. Parfait, merci beaucoup, mon cher, pour cette belle introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci de passer cette heure avec nous. On est bien content de vous avoir avec nous. Donc, comme tu l'as très bien dit, Héritier, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous présenter Azure Developer CLI, qui est un outil qui va nous permettre de passer du code au cloud de la bonne façon avec les bonnes pratiques de développement. Donc, mon nom est Tidjani Belmansour, je suis le directeur du centre d'excellence Azure chez Cofomo. Donc, Cofomo, c'est une firme de services conseil en TI basée au Canada. Je suis aussi MVP Azure, comme mon ami héritier. Et je suis le co-animateur de la communauté Azure de Québec. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, ce serait avec plaisir. Notre communauté est ouverte à tous, c'est gratuite. Il suffit d'aller sur le lien meetup.com/AzureQC. Je suis aussi auteur et co-auteur de 2 livres. Donc, j'étais co-auteur sur le livre 97 Things Every Cloud Engineer Should Know, donc plus au niveau de l'ingénierie cloud, des conseils d'experts. Et plus récemment, un livre que j'ai écrit qui parle du développement d'applications de type CLI en .NET, justement. Donc, le livre est déjà disponible en précommande, puis devrait sortir officiellement à la fin du mois de février prochain. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit par LinkedIn, soit par Twitter. Donc, vous avez mes coordonnées sur l'écran. Donc, Azure Developer CLI. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai entendu ce terme, je me demandais si le présentateur ne s'est pas trompé, puis ne voulait pas plutôt parler de Azure CLI. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà familiers avec Azure CLI, qui est un outil justement en ligne de commande qui permet de gérer et d'administrer la plateforme Azure. D'accord? Donc, cet outil-là est essentiellement orienté pour les administrateurs Azure. Tandis que Azure Developer CLI, qui est un outil relativement récent, et comme son nom l'indique, s'adresse vraiment à un public développeur. Okay? Donc, l'objectif de cet outil-là, c'est vraiment de nous aider à accélérer l'initialisation de nos projets sur Azure. L'objectif est vraiment de partir du code, puis d'arriver jusqu'à déployer notre application sur Azure de la bonne façon. Qu'est-ce que j'entends par de la bonne façon? C'est vraiment en mettant en place une infrastructure faite selon les bonnes pratiques. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais on est des développeurs, c'est quoi le rapport avec l'infrastructure? C'est pas de notre ressort. Et vous avez raison. OK? En fait, nous, en tant que développeurs, notre art ou notre expression, notre moyen d'expression, c'est le code. Okay? Donc, on se focalise sur le code. Puis tout ce qu'il y a autour, ben, c'est, je vous dirais, pas forcément de notre ressort, et surtout pas l'infrastructure, la mise en place de l'infrastructure. Okay? Donc, en tant que développeur, là où on fournit vraiment de la valeur pour nos clients, c'est ici, dans le fameux inner loop. Okay? Donc, c'est vraiment quand on écrit du code, on compile, on débug, on commit notre code, puis on le rend disponible pour son déploiement.
Okay? Donc, toutes les autres phases, comme la mise en place, notamment ici, de l'environnement, c'est, je vous dirais, en dehors de notre ressort, puis c'est pas là où on a le plus de valeur, de valeur ajoutée. OK? Par contre, une fois qu'on a écrit ce code-là, ben, il faut bien le tester. Il faut bien valider qu'il livre vraiment la valeur d'affaires escomptée avant de le rendre disponible à nos clients. OK? Donc, quelles sont les options qui s'offrent à nous justement pour tester ce code-là? Avant, quand on était justement sur des infrastructures on-premise, donc on n'était pas dans un mode cloud, mais vraiment sur des serveurs physiques, on déployait les applications sur des serveurs physiques. C'était relativement facile. Pourquoi? Parce que notre serveur de production, ben, c'était essentiellement un serveur généralement Windows, hein, dans le monde Microsoft, avec IIS dessus. On avait un serveur de base de données avec SQL Server. On avait des solutions comme RabbitMQ ou autre là, pour justement toute la partie queuing ou MSMQ, si vous êtes plus vieux. Donc, ben, tout ça, c'est facile à simuler sur notre poste de développement. Pourquoi? Parce que généralement, on a un poste Windows. Donc, on va avoir IIS sur notre poste, on va avoir SQL Server, on va avoir RabbitMQ ou peu importe l'outil qu'on utilise. Donc, jusque-là, c'est facile de simuler, on va dire, l'environnement de prod sur notre poste jusqu'à une certaine mesure. Les choses se compliquent quand on est dans un mode cloud. Okay? Donc, on la première option qu'on pourrait envisager, c'est de dire, ben, regarde, moi, mon application va se déployer sur un Azure App Service, mais Azure App Service, ben, au final, ça ressemble à du IIS, sûrement du hosting de mon application web. Ben, bon, même si je le teste sur mon poste avec IIS, puis que je le déploie après sur Azure App Service, ben, ça devrait y ressembler. Même chose pour Azure SQL Database, oui, c'est du SQL Server jusqu'à une certaine mesure, donc je pourrais simuler ça sur mon poste avec SQL Server. Je pourrais utiliser mon disque dur, donc des répertoires ou des fichiers sur mon disque dur pour simuler un storage account, euh, RabbitMQ pour simuler un service bus et des outils comme HashiCorp Vault pour simuler un Key Vault. Okay? Je vous dirais, c'est vraiment pas la bonne option. On l'a fait au tout début, mais on se rend vite compte que App Service, ça, oui, il y a une certaine similarité avec IIS, mais IIS est loin de répliquer les fonctionnalités et les capacités d'App Service. Même chose pour SQL Database, même chose pour Storage Account et tout ça. OK? Donc, Microsoft a ensuite rendu disponible des émulateurs pour plusieurs de ses services, notamment le Storage Account. On a un Storage Emulator, on a un émulateur pour Cosmos DB, etc. Donc ça nous permet encore une fois de simuler un petit peu ces solutions-là, mais ces outils-là sont très restreints, encore une fois, au niveau des capacités par rapport aux vrais services sur Azure. D'accord? Donc, vous comprendrez que la meilleure option de tester notre déploiement dans le cloud, c'est d'utiliser le cloud. OK? Donc, la deuxième option qui s'offre à nous, ben, c'est de créer notre infrastructure dans Azure. Parfait. Donc, la première façon qu'on pourrait entrevoir, c'est de dire, parfait, ben, je vais aller dans le portail d'Azure, je vais créer une web app, je vais créer une SQL database, je vais créer un storage account, un Key Vault, etc. Oui, on peut le faire, mais c'est une solution, je vous dirais, peu recommandée. Pourquoi? Parce que c'est peu pratique comme solution. Pourquoi est-ce que c'est peu pratique comme solution? Parce que c'est souvent une opération qu'on va devoir répéter. Et le fait qu'on va devoir la répéter, ben, c'est très sujet aux erreurs comme stratégie, puis c'est une stratégie qui est très fastidieuse. Imaginez que vous avez une solution qui comporte une vingtaine de ressources dans Azure, être obligé à chaque fois de recréer ces ressources,
Ça va être complexe, pénible et ça va avoir un risque d'erreur accru. Vous allez me dire: «Oui, mais pourquoi est-ce que je ne créerai pas tout simplement ces ressources-là dans le cloud, dans Azure, puis je vais les garder, présentes jusqu'à la fin de mon projet?» C'est une stratégie, mais l'inconvénient avec cette stratégie, ça va être la gestion de vos coûts, OK? Vous savez que dans le cloud, on paye pour ce qu'on utilise, donc c'est pas forcément une stratégie qui est très, appropriée en termes de gestion efficace des coûts dans Azure, OK? Et de plus, vous allez avoir dans diverses entreprises des stratégies au niveau de la gouvernance organisationnelle qui vont venir périodiquement supprimer certains environnements, OK? Donc, heu, à des intervalles, je vous dirais assez réguliers, on va venir supprimer ces environnements-là. Pourquoi? Pour assurer, la sécurité, assurer le respect des budgets, des coûts et tout ça. Donc, lorsque votre environnement va être supprimé, vous allez devoir le recréer. Puis si vous faites ça de manière manuelle, croyez-moi, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, ça va vous allez commencer à trouver ça très pénible. Puis je vous garantis que vous aurez pas, la même configuration, entre 2 déploiements, si je peux dire ça. À chaque fois que vous allez monter votre, environnement, vous risquez d'oublier des choses, à moins que vous fassiez une checklist, avec différents points, dire: «Il faut que je n'oublie pas d'aller configurer, le SSL, ou le TLS à la version 1.2. Il faut pas que j'oublie de mettre le always on à on. Il faut pas que j'oublie de désactiver le SQL login dans ma base de données» et cetera. La troisième option et qui est la stratégie à recommander, c'est vraiment de créer votre infrastructure via une approche IaaC, donc infrastructure as code. Infrastructure as code, pour ceux qui sont moins familiers, c'est vraiment des scripts d'infrastructure. Vous avez probablement déjà entendu parler de Terraform, peut-être de ARM template ou de Bicep si vous êtes plus du côté Azure. Donc c'est vraiment des scripts, c'est du code qui va, une fois que vous allez exécuter ce code, ben, il va créer votre environnement dans le cloud. D'accord? Donc c'est vraiment l'approche à préconiser. Pourquoi? Parce que vous garantissez que à chaque fois que vous allez réexécuter ce code, vous allez avoir exactement la même configuration pour votre environnement et du coup, vous êtes moins stressé si votre environnement est supprimé, par une politique organisationnelle. D'accord? Vous allez juste à rouler votre, script, puis vous allez recréer cet environnement à l'identique. OK? Donc, vous allez me dire: «Oui, mais, heu, encore une fois, je suis un développeur, je ne suis pas forcément, quelqu'un au niveau de l'infrastructure. Est-ce que c'est à moi d'écrire ce code? Est-ce que c'est à moi vraiment de provisionner cette infrastructure-là?» Et je vous dirais, dans une certaine mesure, tout développeur devrait apprendre l'infrastructure as code. Oui, ça c'est une recommandation que je vous fais. Ceci dit, vous allez avoir, une équipe plus, au niveau de la fabrique cloud, ce qu'on appelle dans les bonnes pratiques du cloud, on va avoir une équipe dédiée à l'adoption du cloud, puis cette équipe-là va monter des, hem, des templates ou des modules au niveau de l'infrastructure as code qui vont vous rendre disponible, puis vous allez faire un assemblage de ces modules-là pour créer votre, infrastructure. D'accord? Ce que je veux dire par là, ils vont probablement vous fournir des modules, par exemple pour une web app. Une web app dans notre entreprise, ça doit avoir telle configuration. C'est comme ça qu'on définit une web app. Une SQL database, on la définit de telle manière avec tel paramétrage pour assurer la sécurité, la conformité, etc. Donc vous allez utiliser ces modules, puis vous allez les assembler pour créer votre infrastructure qui répond à l'architecture de l'application que vous voulez déployer. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça en main, la première option de dire: «OK, bon, je vais, créer mon infra as code, je fais comment?» Donc la première option, vous allez dire: «Ben, je vais copier-coller le code que j'avais fait sur le projet précédent, puis je vais l'adapter à mon projet». D'accord?
Ça peut fonctionner, on est tous passés par là, mais je vous cache pas que c'est pas forcément l'idéal, surtout si vous êtes pas un spécialiste infra as code. OK? Donc ne serait-il pas super, ce serait pas génial d'avoir déjà un template de projet, Visual Studio par exemple, qui contient déjà ce code d'infrastructure en fonction du type d'architecture que vous voulez, déployer. Deuxième considération, oui, je suis connaissant en infrastructure as code, je suis capable d'écrire du Terraform ou du Bicep, parfait, donc je suis capable de faire mon propre script, mais qu'est-ce qui me garantit que je le fais selon le respect des bonnes pratiques de gouvernance, de sécurité, d'optimisation des coûts, etc. Donc là encore, ça serait génial si on était capable d'avoir déjà un template de projet dans Visual Studio qui contient justement ce code d'infrastructure, mais en plus que ce code d'infrastructure est bâti selon les bonnes pratiques, donc dans le respect des bonnes conventions de gouvernance et de sécurité des ressources, qui nous met en place du monitoring, qui sécurise l'accès à nos environnements via les bons rôles airbag, qui met en place les pipelines pour déployer notre application et son infrastructure. Donc tout ça, ça serait génial si on était capable d'avoir ça out of the box sans être obligé de le créer par nous-mêmes. Et c'est justement là que Azure Developer CLI entre en scène. Donc Azure Developer CLI, c'est vraiment un outil qui vise justement à répondre à ce besoin. Donc non seulement on va avoir un projet qui nous permet d'avoir le code d'infrastructure selon le type d'application qu'on va vouloir développer et déployer, mais en plus, il va mettre en place des éléments de monitoring, de sécurité, les pipelines pour pouvoir déployer autant le code que l'infra. Donc tout ça va être déjà fourni pour nous, soit par Microsoft, soit par des fournisseurs tiers. Donc, on a déjà une librairie, une galerie de templates prêts à utilisation. Donc, encore une fois, Azure Developer, c'est quoi? C'est un CLI, donc c'est un outil en ligne de commande. Mais cet outil-là va nous permettre justement d'initialiser un nouveau projet avec, selon un template déjà préconfiguré. Il va nous permettre de provisionner l'environnement Azure selon un code d'infrastructure. Il va nous permettre de déployer l'applicatif sur cette infrastructure et il va nous permettre de faire le monitoring de cette solution-là. Okay? Et pour cela, Azure Developer CLI nous fournit tout un ensemble de commandes. Mais je vous dirais les 4 commandes de base que vous devez connaître, c'est init pour initialiser le projet, up pour déployer la solution, donc autant le code que l'infra, monitor pour faire le monitoring et ultimement pipeline si vous voulez déployer ça de manière automatisée avec des pipelines automatisés. D'accord? On va voir toutes ces commandes-là ensemble durant cette session. Pas de souci. Donc avant d'aller plus loin, Héritier, je ne sais pas s'il y avait des questions? Bah, je dirais heureusement, tout a été très bien expliqué. Donc, jusqu'à présent, il y a pas de questions. Donc, c'est pas s'il y a des gens qui, ont pris du retard à mettre des questions dans le chat, vous pouvez le mettre et OK, on va prendre des questions. Mais sinon, on peut continuer. parfait, ça marche. OK, donc je vous dis depuis tout à l'heure que Azure Developer CLI nous aide dans différents types de projets. Une des questions qui, moi, me vient à l'esprit ou qui m'était venue à l'esprit, au moment où j'ai, découvert cet outil-là, c'est: «Super, mais c'est quoi les types de projets que je peux retrouver là-dedans?» Donc Microsoft met déjà à notre disposition une galerie, donc un une liste, une bibliothèque, je cherchais le mot, une bibliothèque de templates prêts à l'emploi. Puis cette, bibliothèque-là contient différents types de projets, mais aussi supporte différents langages. Donc moi personnellement, je suis un amoureux de .NET, mais si vous préférez Java, Python ou autre, vous allez trouver également votre bonheur.
Donc, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Pour aller sur la galerie, il suffit de taper aka.ms/awesome-azd. OK? OK. Ouais, je fais du mal. Pourquoi il me sort ça? Awesome-azd. OK, parfait. Donc, vous voyez, on arrive ici sur cette galerie. Puis ici, je vais grossir peut-être un petit peu. Je ne sais pas si c'est assez visible ou pas, mais ici, c'est comme ça devrait être correct. Donc, vous voyez ici sur le menu de gauche, on va voir différents types de filtres. OK? Donc ici, vous voyez, il y a des templates là, qui sont fournis par Microsoft, il y a des templates qui sont fournis par la communauté. OK? Puis vous voyez ici, on peut même soumettre notre propre template. Donc, en plus, ici, on peut filtrer par langage. Donc, comme je vous disais, moi, je suis plus familier avec .NET, mais si vous préférez PHP, Python, Ruby, vous pouvez sélectionner juste votre langage de prédilection, puis ça va filtrer la liste des templates selon vos critères. Okay? On peut choisir ici aussi par framework. Donc ici, il y a les outils, les topics, intelligence artificielle, data science, etc. Je vous dirais, moi, généralement, ce que je fais, là, je vais venir ici choisir, par exemple, Microsoft Authored, puis je vais choisir .NET, là, puis là, je vais avoir la liste des templates. Vous voyez, sur les 160 templates, il y en a 25 qui sont faits par Microsoft et qui sont en .NET. D'accord? Donc ici, vous voyez, on a la liste des différents templates. Ce qui est intéressant, c'est que sur chacun de ces templates ici, je vais pouvoir venir cliquer, par exemple, sur le nom du template, puis je vais avoir tout de suite la commande qui va permettre d'initialiser un nouveau projet selon ce template-là. D'accord? Puis ici, au bas, ça va me dire tout de suite c'est quoi les services Azure que ce template utilise. Donc, en un coup d'œil, je suis capable de savoir à quoi m'attendre avec ce template. Si jamais je veux aller avoir plus de détails, ici, je peux toujours aller sur View in GitHub. Donc, je clique sur ce lien ici, puis j'arrive sur la page du template. Okay? Ici, je vais avoir plus d'informations. Donc, c'est quoi l'architecture de l'application qui va déployer avec ce template, des informations sur comment exécuter ça sur mon poste. Généralement, ça vous aussi vous dire qu'est-ce que vous avez besoin d'installer sur votre poste pour pouvoir l'utiliser. Puis ça va vous donner ici, encore une fois, les commandes pour pouvoir le rouler. D'accord? Donc, je vais avoir un peu plus d'informations ici sur le template. Donc, avant de justement pouvoir initialiser un projet avec un template, ben, il faut avoir Azure Developer CLI sur notre poste. Okay? Donc, Azure Developer CLI est disponible autant pour Windows, Linux, macOS. Vous pouvez l'installer en allant sur ce site-là, ici, aka.ms. Je vais vous le montrer. ms/azd install. Donc, vous voyez ici, je peux le rouler sous Windows, je peux le rouler sous Linux, je peux le rouler sous Mac, mais je peux aussi le rouler dans un dev container. Okay? Un dev container, ça va être une sorte de container Docker qui va vous permettre d'avoir votre projet en isolation, de sorte à avoir un minimum d'impact sur votre poste. Okay? Puis être capable d'avoir plus de portabilité. Okay? Généralement, ça c'est utile pour ceux qui sont moins familiers avec Dev Container. C'est utile si vous avez plusieurs installations de différents frameworks sur votre poste, puis vous voulez éviter, entre guillemets, la contamination d'un framework par un autre. Okay. Donc, vous allez avoir ici le détail de comment le mettre en place.
Donc, je pourrais l'installer à partir de cette page ici, mais vu que je suis sous Windows, ben, je vais utiliser la commande winget. Je ne sais pas si vous êtes familier avec winget ou pas, mais winget, c'est un installeur pour Windows, donc qui est fait par Microsoft, en ligne de commande. Donc, si vous avez déjà expérimenté apt-get sous Linux, ben, pensez à winget comme étant le apt-get de Windows. Okay, je vous dirais exactement pareil. Donc, avec winget, tout ce que j'aurai à faire, c'est winget install microsoft.azd, puis ça va m'installer cet outil. D'accord? Vu que je l'ai déjà installé sur mon poste, je ne le ferai pas. Par contre, une autre commande qu'il faut connaître, c'est winget, la deuxième ici, winget upgrade. D'accord? Donc, périodiquement, Microsoft va mettre à jour leur CLI, puis vous aurez à faire un upgrade sur votre installation locale. D'accord? Et finalement, bien évidemment, si vous décidez de le supprimer, vous avez winget uninstall. OK? Donc, voyons cela en action. OK. La première chose que je vais faire, c'est que une fois que j'ai installé AZD, bien évidemment, hein, pour vous prouver que je l'ai, je vais juste taper AZD, puis je vais avoir ici l'aide en ligne de cet outil. D'accord? Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais me créer un répertoire vide sur mon poste. Donc ici, si je fais ls, vous voyez vraiment mon répertoire ici est vide, il n'y a rien dedans. D'accord? Je peux même vous le montrer. Il est là, il n'y a rien dedans. Ça va jusque-là? Ensuite, je vais venir taper la commande azd init -template. Puis ici, il faut que je mette le nom de mon template. D'accord? Donc, ce que je vais venir faire, je vais retourner sur je vais fermer ça ici, je vais retourner sur la galerie, puis je vais venir choisir mon template. Je vous dirais, on va prendre comme exemple celui-ci. D'accord? Montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est une application de to-do list faite en React avec un backend en .NET. Donc, c'est un API en C# et une base de données Azure SQL Database. Okay. Donc, si je descends ici un peu plus, je vais voir le diagramme d'architecture. Donc, en gros, quand je vais déployer ce template-là, il va me créer un app service. Donc, je vais peut-être grossir un peu ici. Okay. Il va me créer un app service pour héberger l'application React. Il va créer un autre app service pour héberger le API qui est en .NET. Il va mettre tout ça sur le même app service plan. Okay. Puis ici, on va avoir un key vault, donc il va stocker les secrets, notamment la connection string vers la BD, pour éviter que le user password de la BD soit stocké en clair. Et il va mettre en place aussi Azure Monitor, donc avec Application Insight, pour pouvoir faire le monitoring de notre solution. D'accord? Donc, si je devais bâtir moi-même le script ou l'infrastructure pour cette solution-là, il faudrait que je tienne compte de tous ces éléments-là. Okay. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a des notions d'architecture cloud, il y a des notions d'administration et il y a des notions ultimement d'infrastructure as code pour pouvoir créer le script d'infrastructure pour ce besoin-là. Okay. Et tout ça m'est fourni, j'ai envie de dire, gratuitement par le template. Parfait. Donc ici, ce que je vais venir faire, je vais venir copier la commande ici. Okay. Donc, si je reviens ici, donc là, il a commencé à télécharger le template. Vous voyez, il a initialisé le repo et il a téléchargé le template dans mon répertoire ici. Ensuite, il va venir me demander
donne-moi un nom d'environnement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, vous êtes probablement familier avec les environnements comme le dev, QA, staging, prod, etc. Et c'est ça qu'il est en train de me demander ici. Il me dit, parfait, donne-moi un nom d'environnement. Puis, pourquoi est-ce qu'il me demande un nom d'environnement? Parce que il va créer un fichier dans lequel il va stocker les paramètres spécifiques à cet environnement. C'est ce qui va me permettre d'avoir des paramètres différents pour la dev, le QA, la prod, etc. Ok. Donc, je vais lui donner comme nom dev. Ok. Il me dit, parfait, ton projet est initialisé. D'accord. Donc, si je reviens dans mon répertoire qui était vide à la base, je me retrouve maintenant avec plusieurs dossiers et plusieurs fichiers. D'accord. Donc, mon répertoire n'est plus vide maintenant. Parfait. Ça peut paraître un petit peu, je vous dirais, un petit peu intimidant de dire, OK, c'est quoi tous ces fichiers, c'est quoi tous ces dossiers-là, quoi ça sert? Vous inquiétez pas, on va les voir ensemble, on va les parcourir. Ce qui est intéressant à noter, c'est que tous les templates Azure Developer CLI vont toujours avoir la même structure. Okay, donc vous allez retrouver la même structure de répertoire et de fichiers, peu importe le template que vous allez utiliser. Okay. Vous allez notamment toujours retrouver un répertoire qui s'appelle infra, et c'est là-dedans que vous allez retrouver le code d'infrastructure, donc soit Terraform ou Bicep. Vous allez retrouver un répertoire SRC pour source. C'est là où vous allez retrouver le code source de l'application. Donc, dans notre cas, il y aura le code en React pour le front-end et le code en .NET pour le back-end. Okay. On va retrouver un répertoire test, puis c'est là où on va trouver notamment les tests automatisés pour l'application. On va retrouver un répertoire asset. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les assets de l'application. Donc, si l'application a besoin d'images, de vidéos, d'autres types de fichiers, ben, c'est là qu'elle va les stocker. Et c'est là qu'on va les retrouver. Ensuite, on va arriver dans des répertoires un peu plus, on va dire, opérationnels. Par exemple, Dev Container, c'est là où on va retrouver la configuration pour rouler cette application au sein d'un Dev Container, okay, comme je vous expliquais tout à l'heure. On va retrouver aussi un répertoire AZDO. AZDO, c'est pour Azure DevOps. Et c'est là où on va retrouver le fichier YAML qui représente le pipeline pour Azure DevOps. Okay. Si vous préférez GitHub Action, vous êtes plus familier avec GitHub que Azure DevOps, pas de souci, vous allez retrouver aussi un répertoire qui s'appelle .github dans lequel vous allez retrouver le YAML correspondant à votre GitHub Action. On va retrouver aussi un répertoire .azure et c'est là où on va retrouver les variables d'environnement. D'accord. Donc ici, on va retrouver un fichier env dans lequel il y aura tous les paramètres, toutes les variables d'environnement relatifs à notre solution. Okay. On va retrouver un répertoire aussi VS Code. Généralement, on va retrouver là-dedans la liste des extensions recommandées pour Visual Studio Code pour travailler de manière la plus optimale possible avec ce projet-là. On va retrouver aussi un fichier azure.yaml qui décrit la structure de l'application. Puis c'est ce fichier-là qui fait un petit peu, on va dire, la magie en arrière. Ça va dire à Azure Developer CLI que tel projet, donc par exemple la partie React, il va la déployer dans tel type de service, okay, dans tel type de service sur Azure. Okay. Donc, si on regarde maintenant la configuration de notre projet, donc de notre répertoire. Okay. Ce que je vais faire, je vais l'ouvrir dans VS Code. Okay.
J'espère que c'est assez gros, que vous arrivez à voir. Donc, vous voyez ici, j'ai ma structure de répertoire. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous voyez ici, j'ai mon pipeline pour Azure DevOps. J'ai mon pipeline ici pour GitHub Action. OK. Je vais avoir ici mon répertoire infra. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Le répertoire source avec le code pour la partie front-end. Donc, vous voyez ici, c'est un code en React. OK. Puis, vous allez voir ici le code en .NET. Vous reconnaissez du .NET ici. Ça, c'est pour la partie back-end. OK. Puis, on va retrouver aussi notre fameux Azure.yaml. Puis, c'est là où on va voir le détail, OK, de c'est quoi les services qui sont utilisés. Donc, le service pour la partie web, vous voyez ici, il dit le projet web se retrouve dans src/web, OK. Puis c'est le langage, c'est JavaScript parce que c'est une application React et le host, donc le service qui va héberger ce projet-là, ça va être un app service. OK. Donc ici, la partie hook, c'est plus des pré-configurations, post-configurations. C'est spécifique à React. Mais si on regarde ici pour la partie .NET, je pense que je vais zoomer un petit peu. Pour la partie .NET, par exemple, c'est la partie API. Donc le code se retrouve dans src API. C'est du C#. Puis lui aussi va être hébergé dans un app service. Ça va jusque-là? Ici, dans le répertoire .azure, c'est là où on va retrouver les environnements. Puis vous vous rappelez, dans la ligne de commande, il nous avait demandé de donner un nom d'environnement. Donc j'avais choisi dev. Donc il m'a créé un répertoire dev ici. Puis là-dedans, je vais avoir un répertoire env qui va contenir les variables d'environnement pour cet environnement de dev. Donc si je clique ici, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Okay, c'est le nom de mon environnement. Vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, dans le screenshot que tu nous as montré, dans le slide, le PowerPoint, il y avait tout un tas de variables d'environnement. Est-ce qu'on va devoir les créer nous-mêmes, toutes ces variables d'environnement? Puis la réponse est non. C'est que quand on va lancer le déploiement, Azure Developer CLI, au fur et à mesure qu'il va déployer les ressources, il va venir alimenter ce fichier-là. Okay, donc, je reviendrai sur ce fichier une fois qu'on aurait fait le déploiement pour vous montrer qu'il les a bien alimentés. Okay. Donc, vous aurez compris que si j'ai plusieurs environnements, comme Dev, QA, Prod, j'aurai plusieurs répertoires Dev, QA, Prod, chacun ayant son propre fichier env avec ses variables d'environnement. D'accord? OK. Dernier répertoire à regarder, c'est infra. Okay. Dans infra, vous allez voir, je vais avoir, et ça, c'est des bonnes pratiques d'infrastructure as code. Donc, si vous êtes déjà familier avec l'infra as code, vous allez reconnaître ces bonnes pratiques-là. On va toujours avoir un répertoire qui s'appelle app ou qui s'appelle produit dans certaines organisations. Certaines entreprises vont l'appeler produit, d'autres vont l'appeler app. Et ce produit-là va me dire, OK, si je déploie l'API, voici à quoi ça ressemble. Okay. Donc, je vais utiliser un module. J'essaie de zoomer encore un peu. Okay. Je vais utiliser un module API qui va se retrouver dans Core, ici, Host, App Service, ici. Donc, c'est ça le code qui va être exécuté. Et ça nous décrit comment on déploie un App Service. Okay. Donc, il va le déployer et il va lui passer certains paramètres. OK. Même chose pour le front-end, donc la partie web. Okay. Et il y en a un autre pour la BD. D'accord? Donc, c'est ça qui va gérer le déploiement de notre infrastructure. Quand on va dire à Azure Developer CLI, déploie l'infrastructure, il va venir exécuter ces scripts-là. Okay. Donc, c'est ça, c'est la partie app.
La partie core, vous voyez ici, il y a différentes sous-catégories, AI, database, security, storage. Et dans chacune de ces catégories, on va retrouver un ou plusieurs fichiers qui décrivent comment chacun des services Azure est déployé. Donc, par exemple, on avait vu tantôt ici le App Service. On a un autre pour AKS, on a un autre pour les Container Apps, etc. Donc, il y a plusieurs services. Donc ici, tous ces services-là ont été conçus selon les bonnes pratiques de gestion, de sécurité et de contrôle des coûts par Microsoft ou par le fournisseur du template. Si votre entreprise crée ses propres templates, votre équipe qui gère l'infrastructure va venir vous fournir ces éléments-là. Donc, ça ne va pas être à vous en tant que développeur de le créer vous-même. Parfait. Donc là, on comprend un peu mieux la structure d'un projet Azure Developer CLI. Il est temps de déployer ce projet-là puis voir ce que ça donne. Mais avant ça, Héritier, est-ce qu'on a des questions? Pas de questions jusqu'à présent. Donc, je présume que les gens comprennent effectivement, vu que tu l'expliques très bien. Donc, je vais devoir te rendre la parole pour faire la suite. Ça marche. Donc, quand il n'y a pas de questions, c'est généralement soit que c'est super bien expliqué, soit que c'est Ça, pas c'est du pas bien. Non, non, tout non. clair. Dans le chat, je sens de voir, il y a des commentaires de bravo, good. Donc, je me dis que c'est très bien, tellement très bien expliqué que ça ne nécessite pas de poser de questions. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on continue. Et je vais retourner sur mon PowerPoint. Donc, on est prêt maintenant à déployer, mais il nous manque encore une dernière étape. Parce que quand on veut déployer sur Azure, on va déployer sur un environnement Azure. Puis pour que Azure Developer CLI sache sur quel environnement je veux déployer, il faut qu'on s'authentifie, qu'on se connecte à cet environnement-là. Donc, il existe une commande qui s'appelle AZD Auth pour authentification, login, pour se connecter à cet environnement. Okay? Donc, exécutons cette commande, AZD Auth login. Puis quand je clique, il va m'emmener, il va m'ouvrir un navigateur, puis il va me demander de me connecter. Okay? Donc, vous voyez ici, vu que mes credentials sont déjà stockés sur cette session-là, il ne m'a pas demandé mon mot de passe. Donc, il me dit, c'est beau, l'authentification est complétée. Puis si je ferme ça, il me dit ici logged in to Azure. Donc il est connecté à Azure. Parfait. Donc je peux rouler la prochaine commande. Il y a une commande unique qui s'appelle AZDUp. Je vais vous donner un petit peu mal de tête. Désolé, je vais revenir en arrière. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou c'est peut-être petit, mais moi je vais essayer de zoomer. Ici. Je pense que Il y a c'est une visible. commande qui s'appelle AZDUp. C'est visible, génial, merci. AZDUp, c'est la commande magique qui va tout faire. Elle va déployer l'infrastructure, puis une fois que l'infrastructure est déployée, elle va déployer le code. D'accord? Oui, ça peut être une bonne commande pour exécuter au début, sauf que si votre infrastructure est déjà déployée, puis vous voulez juste déployer le code, vous allez pas forcément vouloir utiliser cette commande-là. Pourquoi? Parce que elle va tenter de redéployer le code. Vous allez me dire oui, mais est-ce que ça veut dire qu'elle efface l'infra puis elle va recommencer? Non. Elle va juste rouler le script d'infrastructure, puis elle va se rendre compte que la web app existe déjà, le SQL database existe déjà, donc j'ai rien à faire. C'est juste que c'est un temps d'exécution supplémentaire qui est inutile parce que vous savez que cette infrastructure existe déjà. Okay? Donc, vous allez vouloir dire à la commande, déploie uniquement le code et non pas l'infra. Et pour ça, il y a une commande qui s'appelle AZD deploy. Okay? Donc, ça veut lui dire déploie juste l'application.
déploie pas l'infra. Si au contraire, vous souhaitez juste déployer l'infra, mais sans le code, parce que vous êtes peut-être pas suffisamment avancé sur votre code pour le déployer, mais vous voulez avoir votre infrastructure, donc vous allez faire AZD provision. Puis ça va déployer juste l'infrastructure. OK? Je l'ai vécu dans certains cas, si vous faites AZD up, quand c'est une trop grosse infrastructure, votre commande va frapper un timeout, puis elle va planter. Okay, parce qu'il y a beaucoup trop de ressources à déployer. Dans ce cas-ci, ce que je vous recommanderais, c'est de faire vraiment le AZD provision juste pour l'infra, puis faire le AZD deploy pour le code ensuite. D'accord? Parfait. Donc si on revient sur notre ligne de commande, je pourrais faire AZD up tout simplement. OK? Puis là, c'est parti, il va commencer à déployer toute l'infrastructure. Donc là, la première question qu'il va me poser, il me dit, parfait, tu es déjà connecté à Azure. Par contre, moi, je vois que tu as plusieurs subscriptions. Laquelle veux-tu utiliser? Ben, je vais lui dire, ben, vas-y, je vais utiliser la première. Il me dit, OK, parfait. C'est quelle région que tu veux utiliser? Tu veux déployer ça dans quelle région? Et je lui dis, ben, vas-y, déploie ça dans Canada Central. OK? Je suis au Canada, je vais déployer ça dans le Canada. Puis à partir de là, il est parti, il va commencer à déployer chacune des ressources. Okay? Dépendamment de de la grosseur, je veux dire, ou de la complexité surtout de votre infrastructure, ça peut prendre entre 3 5 minutes pour déployer votre infra. Et j'ai déjà vécu des infrastructures qui étaient beaucoup plus grosses avec des services beaucoup plus complexes et ça pouvait prendre jusqu'à 1 heure et demie pour déployer. Donc, raison de plus pour pas forcément tout le temps faire AZD up, mais faire AZD deploy, AZD deploy, oui, pour déployer juste le code si votre infrastructure existe déjà. Donc, vous voyez ici, il a déjà déployé Application Insight, il a déployé un dashboard dans le portail Azure, il a déployé le serveur SQL, le App Service pour la partie web, il va déployer un autre pour la partie API, etc. Okay. Donc, on va le laisser faire, puis on va continuer. Pendant que Ouais, ça tourne, il y a une question qui vient d'entrer. Je ne sais pas si on peut le prendre rapidement et on génial. avance. Ben, je vais Oui, faire passer allons-y. en commentaire. Il y a la question de Mohamed qui demande est-ce que le AZ deploy sollicite des services serverless temporaires pour tourner l'application? OK. Je te dirais, non. Le AZD deploy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une commande Azure CLI sur ton poste pour déployer. Donc, il créera pas de ressources pour faire le déploiement. Et qu'est-ce qu'il va déployer? C'est vraiment les ressources qui sont définies dans ton script Bicep. D'accord? Mais pour faire le déploiement, il va vraiment rouler une commande Azure CLI sur ton poste à toi. OK. C'est une très bonne question, ça m'amène à un point, c'est qu'il faut s'assurer que ton poste, puisse déployer sur Azure. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que dans le contexte, de certaines entreprises, le firewall peut te bloquer, peut t'empêcher d'aller sur Azure et du coup, ta commande AZD, up ou AZD, deploy va planter. Donc, si c'est le cas, il va falloir vous arrimer avec vos administrateurs réseau pour pouvoir vous permettre de déployer sur Azure. J'espère que ça répond à ta question, Mohamed. Si ce n'est pas le cas, fais-le nous savoir dans le chat. Ok, merci. Je te laisse progresser. Ça marche. Donc là, il continue, on va le laisser aller. OK. Donc, c'est ça. Ce que je vous disais, c'est que si on veut juste déployer l'infrastructure, c'est AZD Provision. Et si on veut déployer juste le code, ça va être AZD Deploy. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que AZD Up, c'est tout simplement une sorte de méta-commande. Il va faire le AZD Provision. Une fois qu'il a fini, il va faire AZD Deploy. C'est tout ce qu'il fait. Okay? Puis en passant, juste pour que ça ne soit pas trop magique, c'est ici. Vous voyez? AZD Up,
quand on fait le up, mais il fait un AZD provision, puis ensuite il fait un AZD deploy. Okay? C'est là où c'est défini qu'est-ce qu'il va faire. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ça? All. Pourquoi c'est pas juste deploy? Et ce serait une excellente question. Laissez-moi vous montrer ça. Donc, vous voyez ici, il est rendu à déployer l'API. OK. Ce qu'on va faire. Parfait. Donc ici, on va faire AZD deploy-h. OK. Azure Developer CLI, vous vous rappelez, c'est un CLI. Donc, comme tout CLI, vous avez -h ou -help pour avoir l'aide en ligne de chacune des commandes. Okay. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui va venir adapter son aide, son help, en fonction de ce que j'ai comme type d'application. Okay. Donc ici, vous voyez, il me dit AZD deploy-all, c'est déployer tous les services. Donc, vous vous rappelez, dans ce projet-là, on a un front-end en React et on a un back-end en .NET. Donc, si je lui dis déploie tout, il va déployer le React et ensuite il va déployer le .NET. D'accord? Par contre, si au fur et à mesure, ben moi je fais évoluer juste le React ou juste le back-end, ben je ne vais pas forcément redéployer la portion que je n'ai pas modifiée. Exemple, si j'ai modifié juste le API, ben je vais vouloir redéployer juste le API, mais pas le front-end. Et pour ça, je vais faire AZD deploy API. D'accord? Ou si j'ai modifié juste le web, ben je vais faire AZD deploy web. Donc là, je peux cibler mon déploiement. D'accord? Puis encore une fois, où est-ce qu'on va retrouver ce tag web ou API? C'est vraiment dans le fichier azure.yaml, ici sous Services, j'ai web et j'ai API. D'accord? On va voir s'il a fini. Pas encore. On va le laisser faire. OK, donc en résumé, AZD Up, c'est juste la combinaison des deux commandes. Une fois qu'on a fini, notre application est déployée. Donc, on va lui donner encore 1 minute pour finir. Sinon, si vous êtes prêt à me croire sur parole, j'ai déjà fait un déploiement avant cette session pour justement pour le gain de temps, mais c'est exactement le même template et les mêmes commandes que j'ai faites pour déployer. OK? La seule différence, c'est que je l'ai déployé ici. J'ai initialisé un projet dans un autre répertoire, le même projet, puis je l'ai déployé. OK? Donc, ici, si je fais AZD monitor, il va m'emmener sur le portail d'Azure. Puis il va m'afficher un dashboard ici. OK? Avec les métriques de ma solution. Donc ici, je peux suivre les métriques, je peux avoir les informations sur le page load, là, sur les erreurs, etc. D'accord? Donc, je peux faire le monitoring ici. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, si j'ai un dashboard, qu'est-ce que j'ai aussi? C'est là démo ici. Non, ici, où est-ce qu'il me l'a mis? Ah.
qu'il a mis ici. Vous voyez, j'ai toutes les ressources qui sont là. Ce qui est intéressant, vous allez voir ici, il a créé un Application Insight, mais il a aussi créé un dashboard. Donc, j'ai pas eu à le créer moi-même, ce dashboard. Il l'a créé automatiquement. Puis ce dashboard-là se retrouve ici dans le code d'infrastructure. OK. Je regarde ici Monitor. Et je vais avoir un Application Insight Dashboard. Donc, il va vraiment créer ce dashboard pour moi. Avec tout. Vous voyez ici la taille de ce fichier-là, quand même assez impressionnant. Là. Quasiment 1200 lignes. Qui va définir tout le dashboard que vous voyez ici, que vous avez vu tantôt à l'écran. D'accord? Donc, il va le faire pour moi, je n'ai pas à m'en soucier. Donc, c'est quand même assez intéressant. On va voir si notre autre installation a fini. Pas encore. OK, pas grave. Excellent. Donc, ici, je reviens sur Azure, dans le web. On peut naviguer dans notre application. Puis vous allez voir, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait vu dans le GitHub tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une application de to-do. C'est fini par charger. On va pouvoir ajouter des to-do, les supprimer, etc. Bon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que quand je récupère un template, oui, j'ai un code de départ, et puis je peux l'utiliser et tout, mais bien sûr, vous pouvez modifier ce code-là, vous pouvez le personnaliser selon votre besoin, ok, ou le besoin de votre client. Ok, donc, ici, hello. Et il est là, je peux y assigner une date, je peux changer son statut, terminer. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Okay. Parfait. C'est ça. Donc, c'est vraiment une base de départ. Ce qui est le plus intéressant, c'est la partie infrastructure. La partie code, généralement, soit vous la modifiez si vous voulez vous inspirer de ça, vous pouvez tout simplement supprimer tout ça puis repartir à neuf. OK? Je retrouve mon PowerPoint. Ici. Ah. C'est ça, on a aussi AZD Pipeline Config. Si je veux configurer mon pipeline directement dans GitHub Action, je peux le faire de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a un mécanisme comme ça, là, automatique pour configurer le GitHub Action, le pipeline sur GitHub avec les GitHub Action, mais on n'en a pas. On n'a pas quelque chose de similaire pour Azure DevOps. Il faut vraiment le faire manuellement pour l'instant. Microsoft est consciente de ça, puis c'est un élément sur lequel il travaille, mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Ah, ici, personnellement, ce que j'aime pas trop avec les pipelines qui sont fournis, c'est, je sais pas s'il y a des spécialistes DevOps dans la salle, mais si vous, non, pas lui. Il est où? Ouais, il est ici. Tu regardes ici. Oui, ici, les commandes qu'il utilise, c'est AZD. Pour moi, Azure Developer CLI, c'est un outil qui est destiné au poste de développement et non pas au pipeline. Ok, c'est pas un outil d'intégration. Ce que j'aurais aimé voir ici, c'est qu'il utilise vraiment les commandes Azure CLI ou ultimement PowerShell, mais pas les commandes AZD. Okay. Mais bon, c'est personnalisable. Vous pouvez supprimer tout ça puis le faire selon votre façon, selon la bonne manière qui serait avec Azure CLI. OK? Une fois que vous avez fini et que vous voulez supprimer votre infrastructure, de même qu'on a AZD up pour la provisionner, on a AZD down. Okay? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer toutes les ressources Azure. OK?
Donc, si vous avez fini votre projet ou si vous utilisez ça juste pour une preuve de concept ou une expérimentation, c'est une bonne idée de supprimer à la fin pour éviter que ça vous coûte une fortune pour rien. Je vous expliquais tantôt AZDH pour obtenir l'aide en ligne sur chacune des commandes. Puis comme je vous le disais, là, vous pouvez le faire sur n'importe quelle commande. OK? Par exemple, ici, si je fais AZD Monitor-H, ben, je vais avoir l'aide en ligne pour la commande AZD Monitor. OK? Donc ici, c'est juste pour vous montrer, une fois que le déploiement est terminé, qu'il est bienvenu alimenter les variables d'environnement qu'on discutait plus tôt. On va vérifier rapidement, voir s'il a fini. Pas lui. OK. Donc, vous voyez, il est venu les alimenter ici. OK? Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette introduction, ce tour d'horizon d'Azure Developer CLI. J'espère que cette session vous a donné le goût d'aller l'explorer plus en profondeur, puis éventuellement de l'utiliser dans vos prochains projets. Je vous remercie beaucoup. Puis je passe, Héritier, s'il y avait encore d'autres questions. Merci beaucoup Tidjani pour cette belle présentation sur Azure Developer CLA. Donc, qui m'a beaucoup ému sur cette façon de présenter et ce que ça pouvait apporter de plus, surtout la partie gain de temps et Mm. la partie dashboard qui m'intéresse énormément. Ça permet aux décideurs ou à des IT directeurs de pouvoir Exact, bien suivre le coût budgétaire de chaque projet qui est développé et qui est implémenté dans le cloud, afin de pouvoir gérer le limite de budget et tout ce qui va avec. tout à Donc, fait. j'ai dit vraiment merci, merci à tout le monde qui a pu participer à cet événement. Heureusement, il y a pas eu d'autres questions. Moi, je suis resté convaincu que la présentation a été vraiment très bien présentée. Elle était bien faite du point où ça n'a pas suscité plusieurs questions parce que c'était au niveau un peu plus abstrait et un peu mieux présenté que possible. Donc, Merci je vous beaucoup remercie. à tous pour votre participation et merci encore une fois, Héritier, pour l'invitation. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc, restez connectés sur nos profils LinkedIn au cas où il y a d'autres sujets à pouvoir développer ou à pouvoir vous présenter. On vous fera part via LinkedIn. Et merci pour tous. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.